Bienvenue à notre revue d'actu qui remplacera désormais la lecture de la presse. Nos grands titres sont la rencontre des vérités. Le président Mohamed Bazoum annonce le démarrage d'une campagne de retour des déplacés internes. Les enquêtes de la MINUSMA corroborent l'analyse du président Mohamed Bazoum. Le Niger se renforce en équipement militaire. Amorce d'une volonté d'assainir le milieu. Le non-respect du quota bloque la prise de service des secrétaires généraux des préfectures. D'importants chantiers annoncés pour améliorer l'approvisionnement en eau des régions. Maman Ousmane a perdu le procès. Maman Ousmane a-t-il roulé les Nigériens dans la farine? Débutons alors avec l'hebdomadaire Le Hérisson, numéro 315 du 2 juin 2022. Sommet de l'UA à Malabo, la rencontre des vérités. Le journal nous rapporte que la rencontre au sommet de l'Union africaine UA de Malabo a pris fin le samedi 28 mai 2022. À cette grande messe, le président nigérien Mohamed Bazoum droit sans langue de bois s'il s'agit de dire les choses telles qu'elles sont, aussi amères qu'elles soient. Dans son allocution, il n'a pas manqué de dire les 4 vérités à tout le monde, aussi bien aux jeunes militaires du Mali et du Burkina Faso qui porteront devant l'histoire l'entière responsabilité de l'alissement de la situation sécuritaire au Sahel et que ces démocraties entachées assez souvent de pratiques de gouvernance pas toujours vertueuses. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est parti dans le même sens. Ce sont de regarder ailleurs alors que les pratiques politiques de nos États heurtent les règles et les principes de la gouvernance vertueuse que nous avons unanimement adoptés, a-t-il déclaré. Dans le même dossier, le journal Le Troisième Œil, numéro 396 du 1er juin 2022, lui, titre « Sommet de l'UA à Malabo, le président Bazoum annonce le démarrage d'une campagne de retour des déplacés internes. » Ce sommet humanitaire extraordinaire a été couplé à la conférence des donateurs, nous fait savoir le Troisième Œil qui poursuit que 2 rencontres dont l'urgence revêt d'une importance capitale dans le développement socio-politique et économique du continent. Au cours de cette rencontre, il a été question de la mise en place d'un fonds humanitaire pour le continent auquel le Niger participera à hauteur de 1 million de dollars, le Sénégal 3 millions de dollars. Occasion saisie par le président Mohamed Bazoum de dresser le bilan de la situation des déplacés internes au Niger et les efforts fournis par son gouvernement pour leur retour dans leurs lieux respectifs avant d'annoncer le démarrage d'une grande campagne de retour des déplacés internes dans ce mois de juin 2022. Les travaux de ce sommet se sont principalement penchés sur l'évaluation des menaces persistantes du terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Dans le contexte de nos démocraties entachées, assez souvent de pratiques de gouvernance pas toujours vertueuses, de logique d'éternel bras de fer entre pouvoir et opposition, de l'activisme de société civile hyper politisé et du mal-vivre de la jeunesse, des militaires peuvent aisément se poser en sauveurs de la nation. Mais à l'expérience, au vu de ce qui s'est passé jusqu'ici, ces militaires, en déstabilisant les institutions, affaiblissent les États et renforcent les groupes terroristes, a indiqué lors de ce sommet le président Bazoum Mohamed, selon le journal, qui conclut en déclarant que les changements anticonstitutionnels de gouvernement est le sujet le plus longuement abordé lors de cette rencontre de Malabo qui s'est largement penchée sur la Convention de Lomé et la Charte pour la démocratie et les droits de l'homme, des vieux documents dont la mise en application ne tardera pas, nous l'espérons. Mouria numéro 114 du 1er janvier 2022 titre « Violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire au Niger, les enquêtes de la MINUSMA corroborent l'analyse du président Mohamed Bazoum. » Le discours assimilé volontiers à un cours magistral de la science de géopolitique du président nigérien Mohamed Bazoum, du haut aussi bien de la tribune de la session extraordinaire de l'Union africaine que son expérience à Malabo les 27 et 28 mai 2022
continue à faire écho aux quatre coins du monde, nous fait savoir le journal Mouria. Les coups d'État ne sont nullement ni une solution à la lutte contre le terrorisme et encore moins pour promouvoir la bonne gouvernance. Ils constituent assurément un facteur de régression pour l'état de droit et la démocratie et exposent les pays à la péril inédit, a lapidairement proclamé le président Mohamed Bazoum devant ses pairs du continent africain. Et cette situation est valable pour tous les pays où les militaires ont abandonné leur mission régalienne consistant à assurer la défense de l'intégralité du territoire national. Et il n'y a pas mieux que la mission multinationale intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, avec son rapport trimestriel du 30 mai 2022 pour confirmer les expériences d'un dirigeant aussi bien informé qu'inspiré de la question comme le président nigérien Mohamed Bazoum. Dans la conclusion de son dernier rapport, la mission onusienne le prouve sans détour en notant comme suit. Le rétrécissement continu de l'espace civique et du débat démocratique, ainsi que la restriction dans l'exercice des libertés publiques, ont soulevé de vives préoccupations aussi bien de la part de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali que de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, ainsi que de nombreuses organisations de promotion et de défense de la liberté d'expression et d'information. Lutte contre le terrorisme. Le Niger se renforce en équipement militaire, nous apprend le journal NIA dans sa sortie numéro 113 en date du 2 juin 2022 qui annonce que une première partie des équipements militaires commandés par l'État du Niger auprès des sociétés turques de fabrication, notamment les drones TB2 pour renforcer les capacités opérationnelles de sa flotte aérienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour une meilleure sécurisation des frontières est déjà sur le sol. Les autres matériels composés des avions équipés, des véhicules blindés et bien d'autres équipements de pointe seront livrés progressivement à temps appris. Pour NIA Info, ce premier arrivage témoigne de l'engagement du président de la République, chef suprême des armées, de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité en leur dotant des moyens conséquents de travail pour faire face convenablement à toutes les menaces sécuritaires auxquelles le Niger est confronté. Les efforts du gouvernement se poursuivent dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme et la défense de l'intégrité du territoire. Nous montons en puissance notre armée qui a passé de 9000 hommes au début de la guerre à 30 000 aujourd'hui pour défendre notre pays, a déclaré le ministre de la Défense nationale, M. Al-Kassoum Indatou, le samedi 28 mai 2022 devant le Parlement, en réponse à la question d'actualité sur la stratégie du Niger dans la lutte contre l'insécurité posée par le député national Sanoussi Soumaïla. Cette montée en puissance de l'armée nigérienne, selon NIA, qui est déjà assez bien équipée, a permis au Niger d'avoir un contrôle total de son territoire. Le Niger est le seul pays parmi ses voisins affecté par le terrorisme où les groupes armés ne contrôlent aucune portion de son espace territorial. Les incursions des groupes armés terroristes lui viennent d'ailleurs, notamment les deux autres pays de la zone des trois frontières qui n'ont aucune armée nationale sur leurs frontières avec le Niger, laissant tout le travail de la sécurisation de cette zone aux forces nigériennes et leurs partenaires dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Dans cette lutte, le Niger tient bon grâce au courage, à la combativité, au professionnalisme de ses forces de défense et de sécurité et le soutien sans cesse croissant qu'elles bénéficient de la part de l'État et du président de la République, chef suprême des armées. Dans cette guerre, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, ne ménage aucun effort pour mettre nos vaillants soldats dans les meilleures conditions de vie et de travail pour combattre et anéantir l'ennemi et permettre au Niger et à ses populations de vivre paisiblement, conclut le journal NIA Info. Niger Inter, numéro 65 du 31 mai 2022, contractualisation dans le secteur éducatif, amorce d'une volonté d'assainir le milieu. La décision de mettre fin à la contractualisation des enseignants, réaffirmée en octobre 2021 lors d'une rencontre entre le président de la République Mohamed Bazoum et les syndicats du secteur de l'éducation, prend forme
avec la demande d'arrêt du recrutement des enseignants par les autorités administratives du secteur éducatif nigérien, nous informe l'hebdomadaire, pour qui c'est un pas important vers la concrétisation de l'appel du président de la République visant la valorisation des ressources humaines pour combattre le mal qui mine le secteur éducatif. Une véritable source de préoccupation. Introduit dans le système éducatif nigérien en 1998 sous l'appellation de volontariat, la contractualisation des enseignants a pris forme en 2003. L'objectif visé était de faire face au manque d'enseignants et de réélever le niveau de la scolarisation. Cette option provisoire a cependant été pérennisée. On estime aujourd'hui le pourcentage des enseignants contractuels à 80% du corps enseignant créé en main. Sur un effectif de 76 184 enseignants du cycle primaire en 2017, 59 870 étaient des enseignants contractuels, soit une proportion de 81% et 70 à 80 sont des femmes. Au-delà de réélever le défi de la scolarisation pour Niger Inter, la contractualisation aura permis de réduire les dépenses dans le secteur de l'éducation, en ce sens que les enseignants contractuels touchent des pécules qui n'atteignent pas les salaires payés aux enseignants titulaires. En outre, la contractualisation qui exigeait la signature d'un contrat de 2 ans renouvelable pour commencer à contribuer à résoudre le problème du chômage des jeunes avant de devenir une source de préoccupation pour l'État qui consacre 22% des ressources budgétaires chaque année pour assurer l'éducation pour tous, mais le rendement est peu reluisant, avait déploré le président de la République lors de la rencontre avec les partenaires sociaux de l'éducation tenue en octobre 2021. On apprend en effet que la part du budget de l'État ne fait que grimper alors que le niveau des élèves ne fait que baisser. Une perte sèche de plusieurs milliards de francs CFA accusés à l'État. En effet, cette option provisoire prise par les autorités nigériennes s'est pérennisée. Elle est même devenue une source de revenus pour certains responsables administratifs. Selon une enquête de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia, l'État du Niger perd plus de 3 milliards de francs CFA chaque année. Selon Niger Inter, l'enquête menée par la Halsia dans 5 régions du pays, à savoir Niamey, Dosso, Tawa, Agadez et Difa, a révélé l'existence de 1917 enseignants contractuels fictifs sur une liste de 32 460 enseignants. Elle a constaté que 792 enseignants ont été retrouvés dans différentes écoles alors qu'ils ne figurent pas sur la liste qui ont fait l'objet de vérification et 648 noms comme de doublons trouvés. En dehors de ce complot, monté par des responsables administratifs de l'école nigérienne, avec souvent la complicité de certains responsables syndicaux, la contractualisation a favorisé la naissance de plusieurs organisations syndicales créées pour, dit-on, défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Dès lors, plusieurs syndicats, qui se résument souvent aux quelques membres fondateurs, pullulent dans le secteur éducatif, mais qui sont appelés à disparaître avec la fin amorcée de la contractualisation des enseignants. Une décision qui fait déjà école dans le secteur de la santé, qui fait aussi recours à des contractuels. Poursuivons notre revue d'actu avec le dit hebdomadaire La Roue de l'Histoire, numéro 1110 du 2 juin 2022, page 2, titre: Le non-respect du quota bloque la prise des services des secrétaires généraux des préfectures. Le dit hebdomadaire de nous rappeler que le 12 mai 2022, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avait procédé à la nomination des secrétaires généraux des préfectures à la grande satisfaction des partis politiques qui attendaient impatiemment la liste des promis. Par arrêté numéro 00590-NI-D-SG en date du 12 mai 2022, 63 secrétaires généraux ont été nommés auprès des préfectures. Seulement, quelques jours après ces nominations, soit le 23 mai, le ministère en charge de l'Intérieur adressera un message radio aux gouverneurs des régions et préfets de départements, les instruisant de prendre toutes dispositions utiles et urgentes pour surseoir à toute passation de service entre secrétaires généraux entrants et sortants des préfectures. Qu'est-ce qui explique un tel revirement, se demande-t-on, au sein de l'opinion publique nationale, se demande le billet hebdomadaire,
et qui répond en écrivant que, de sources bien informées, la jeune féminine est montée discrètement au créneau pour protester contre ces nominations qui ne prennent pas en compte les femmes. En effet, sur la liste des 63 personnes promues, aucune femme n'y figure. Sans tapage, les principales structures féminines ont approché les plus hautes autorités pour leur signaler cela et solliciter le respect de la loi du quota dans ces nominations, surtout qu'à ce niveau, il y a moins de pesanteur sociale et religieuse. Parallèlement, les structures féminines ont poursuivi leur plaidoyer auprès des partis politiques pour leur expliquer la nécessité de s'approprier de la loi du quota tant au poste électif qu'au poste nominatif afin de prendre en compte les femmes dans leurs propositions. Selon toute vraisemblance, écrit la roue de l'histoire, le plaidoyer des organisations féminines a eu un écho favorable auprès du président de la République et des partis politiques, et les secrétaires généraux des préfectures doivent encore attendre avant de savoir le sort qui leur est réservé. Tournée du ministre de l'Hydraulique à Maradi, Zender et Difa. D'importants chantiers annoncés pour améliorer l'approvisionnement en eau des régions, nous rapporte l'hebdomadaire Le Canard déchaîné dans sa livraison numéro 891 du 2 juin 2022, page 4. Il nous fait savoir que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a achevé il y a quelques jours ses visites de terrain dans les régions de Zender, Difa et Maradi. Le point d'orgue de ces visites a été la réunion de synthèse de sa mission de travail de 48 heures dans la région de Maradi. Au cours de cette tournée, le ministre a indiqué que cette mission de travail s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'action gouvernementale relative à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement. Dans le domaine de l'hydraulique urbaine, il a rappelé que sur les 55 centres gérés par la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEEN, 6 sont de la région de Zender, à savoir Zenderville, Myria, Gouré, Tanout, Magaria et Matamay. De tous ces 6 centres, c'est celui de Zender qui est le plus confronté au problème d'approvisionnement en eau potable, raison pour laquelle Mohamed Adamou a rappelé les différents sites visités, à savoir les 3 champs de captage servant de production d'eau potable pour la ville. Il a expliqué que toutes ces réalisations contribueront sans nul doute à l'atteinte des objectifs du programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, celui de porter le taux de desserte en eau potable en milieu rural en fin 2025 à 55% en tenant compte des disparités. Il a précisé que l'État se voit dans l'obligation de conduire une réforme dans le secteur de la gestion déléguée afin de garantir un meilleur service d'alimentation en eau potable des populations. La flamme numéro 147 du 2 juin 2022, page 3, affaire Maman Ousmane et l'État du Niger, le journal titre Maman Ousmane a perdu le procès. L'État du Niger n'a pas violé les droits du candidat Maman Ousmane à un procès équitable conformément à la Charte africaine des droits de l'homme, à se défendre devant les juridictions nigériennes lors du second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021, écrit La Flamme, et qui précise que c'est ce qui ressort de l'arrêt rendu public le mardi 31 mai 2022 par la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur l'affaire qui oppose Mahaman Ousmane à l'État du Niger. Ainsi, selon toujours le même journal, par le présent verdict, la Cour de justice de la CEDEAO vient de mettre fin à un contentieux électoral vieux d'au moins 1 an dans un pays qui vient d'enregistrer sa toute première alternance démocratique et qui s'est déjà engagé à relever les défis du développement durable malgré les situations sécuritaires et climatiques auxquelles fait face, entre autres. Notons que la Cour de justice de la CEDEAO est composée de 5 juges indépendants, des personnes de haute moralité nommées par les conférences des chefs d'État parmi les ressortissants des États membres pour un mandat de 4 ans non renouvelable sur recommandation du Conseil judiciaire de la communauté. La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme. Aussi, elle apprécie la légalité des règlements, directives, décisions et autres instruments juridiques subsidiaires adoptés par la CEDEAO
précise l'hebdomadaire La Flamme. Toujours dans cette affaire de l'opposant Ousmane, l'hebdomadaire Le Courrier dans sa sortie numéro 712 du 2 juin 2022 page 5 se demande: Maman Ousmane a-t-il roulé les Nigériens dans la farine? Le journal se pose encore la question de savoir: Mohamed Ousmane a-t-il délibérément trompé son électorat dans cette histoire de procès devant la Cour de justice de la CEDEAO? La question est au centre de tous les débats depuis que, le mardi 31 mai 2022, le verdict est tombé, écrit Le Courrier, et qui poursuit en écrivant que, maintes fois repoussée à la demande de l'une ou l'autre partie, la sentence attendue de longue date par les Nigériens est désormais connue. Une profonde déception ressentie chez les Nigériens, notamment ceux qui, par naïveté, ont cru à l'homme et en sa détermination à revendiquer une victoire électorale qu'on lui a volé. Son combat, selon toute vraisemblance, est tourné vers un autre objectif. Selon de nombreux commentaires, Mohamed Ousmane a, sans doute, cherché une réparation financière en parlant des violations de ses droits humains. Il savait nécessairement qu'il ne gagnerait pas un procès portant sur la contestation des résultats électoraux. Mais peut-on se poser la question de savoir à quel moment exactement a-t-il changé de fusil d'épaule? Quoi qu'il en soit, Mohamed Ousmane a mené son petit monde en bateau. Ici s'achève le présent numéro du désormais revue d'actu à lieu et place de la lecture de la presse. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.